Professeur, ma question est surtout pour comprendre comment les hommes, en étant petits, les jeunes, les enfants deviennent scientifiques. Est-ce qu'il y a une différence entre un enfant non scientifique et scientifique? Vous, par exemple, est-ce qu'à l'école, à la petite école, vous étiez déjà intéressé à la science? C'est très difficile à dire. Moi, j'étais toujours intéressé dans beaucoup de choses. En histoire, préhistoire, l'art, musique. Et j'avais toujours un petit peu des difficultés de décider quoi faire. Et à quel moment on s'est décidé? Je crois que c'était autour de, disons, à l'âge fin des études médicales, début faire la spécialisation en chirurgie. Quelle était la... Disons, à l'âge de... Oh, c'était surtout justement le problème de réjection de greffe, comme une greffe de rein ou de foie. Et la deuxième raison, c'était, moi j'adorais toujours travailler avec les mains, donc c'est pourquoi j'ai choisi la chirurgie. Et l'expérimentation au laboratoire, ça a aussi beaucoup, disons, d'affaires avec les mains. Et c'est pourquoi, après avoir passé quelques années dans des laboratoires, j'étais très heureux de manipuler un petit peu les choses et puis de jouer avec les mains et les modèles. Et vos enfants, vous avez des... Oui, 3 enfants. Ils ont tous pris un petit peu de l'esprit investigatif. Hein. Ça, parce qu'ils ont eu l'impression que moi, j'étais extrêmement heureux de ce que je faisais. Et je crois que ça les a influencés. Hein. Donc c'est très important la façon comment les parents vivent par rapport à la science. Oui, je crois. Ouais, ouais. Est-ce qu'en Suisse, il y a une politique pour encourager les écoliers à devenir scientifiques? Oui, il y a quelques projets, mais disons, c'est pas très développé. Hein. Parce que, en fait, comme chez moi, disons, ça se développe pendant les études, en principe. Ouais. Et là, disons, le professeur à l'université ou des assistants qui transmettent, qui donnent l'enseignement, c'est très important à enthousiasmer les étudiants. Aux États-Unis, il y a M. Léon Lederman et en France, Georges Charpak qui ont commencé ce programme des mains à la pâte, encourager les écoliers à devenir scientifiques. Vous connaissez ce système? Oui, oui. Il y a des efforts en Suisse, mais d'autre part, il y a des contre-courants. Il y a énormément de gens qui disent ou qui pensent que la science est dangereuse ou est contre-productif. Par exemple, il y a beaucoup de gens, 10% de la population, 20%, qui s'opposent à l'utilisation des vaccins, qui est quand même un principe très rationnel et très, disons, bon, c'est une des manipulations médicales qui ont eu le plus de succès pendant les 200 ans passés. Et quand même, il y a des gens qui disent, avec des arguments assez, disons, irrationnels, que c'est mieux que l'enfant passe des infections réelles que être protégé par des vaccins.
pour se protéger d'une façon naturelle contre Ouais. les antibiotiques. Et l'évidence est au contraire. Avec les vaccins, on a, disons, 1000 fois moins de complications avec des conséquences pour l'enfant si on fait une vaccination contre pas de vaccination. C'est quand même, rationnellement, c'est convaincant. Mais l'intérêt que nous avons, c'est de savoir comment devient le plaisir en étant petit à l'école pour faire la science, la curiosité. Il y a une grande partie des écoliers qui ne sont pas intéressés à cette curiosité. Je crois d'abord c'est les parents. Deuxièmement, c'est les maîtres, même à l'école primaire. Si le maître de l'école primaire dit les vaccins c'est pas naturel, c'est pas bon, ça change déjà tout l'aspect de la science. Vous avez deux composantes, la culture allemande et la culture française. Je crois que oui. Les Français, Espagnols, Italiens ont une attitude différente. Les Allemands ou les Nordiques sont plus souvent, il n'y a pas de généralisation absolue, mais sont souvent plus réservés, plus mystiques, comparés avec les Romains. Mais maintenant, l'Allemagne est le moteur de l'Europe. Il y a peut-être quelque chose à voir de ce comportement, de cette nature. Oui et non. Je crois que oui, c'est quand même de travailler sérieusement, précisément et rationnellement. Les Allemands sont au niveau européen sans doute de première classe. Ingénieurs, physique et tout ça. Discipliné, beaucoup de travail. Ouais. Et je crois personnellement que l'intelligence est importante, mais les Français sont pas moins ou plus intelligents que les Allemands, mais la discipline de vraiment faire les choses et combiner avec peut-être plus de précision aide, surtout dans les sciences, ingénieurs, architectes, physique, etc. Et en France, vous connaissez aussi la France, est-ce que a pris conscience de cette réalité et que doit un peu se diriger vers la science plus qu'avant? Je crois le problème de la France, mais aussi de l'Espagne et surtout aussi de l'Italie, c'est que les structures verticales sont beaucoup trop dures à surmonter. C'est un problème énorme parce que les anglo-saxons ont l'avantage de prendre les sciences comme un sport. Bien sûr, c'est un plaisir. Et si vous sautez 2,30 m, vous êtes meilleur que quelqu'un qui saute que 2,28 m. C'est très simple. Et si vous êtes professeur ou pas, si vous sautez 2,30 m, vous êtes le roi. Et ça, c'est un principe qui peut-être est moins établi dans les pays romanesques, malheureusement. Finalement, professeur, la Chine commence à pousser l'économie d'une façon incroyable. Il y a déjà la même production que l'Europe et les États-Unis. Vous connaissez sûrement des scientifiques chinois. Est-ce qu'eux
base aussi sa croissance sur la science et la technologie. Je crois que ça vient. Ils sont pas encore là, comparé en nombre ou en qualité, c'est clair. Leur mentalité, je pense que leur système d'éducation, la mentalité et la structure verticale des Chinois en ce qui concerne autorité, dépendance, etc., ne favorise pas, disons, un système sportif comme existe chez les anglo-saxons. Donc ça, c'est un désavantage qui peut-être est réalisé, il change, mais pour le moment, je ne pense pas qu'ils aient des chances trop faciles à récupérer la distance très vite. Et la dernière question, le sida, est-ce que vous pensez qu'on aura le vaccin contre le sida? Non, il n'en aura pas. C'est dû à quoi? C'est dû à des raisons très concrètes et très compréhensibles, n'est-ce pas? Le virus de l'HIV change tout le temps. Donc de faire un vaccin contre quelque chose qui change tout le temps, c'est impossible. Sauf si on fait un vaccin qui est composé de toutes ces variations potentielles. Ce qui est quelque chose qui est pour le moment impossible à faire. Hein? Donc théoriquement, ce n'est pas impossible, mais c'est hautement invraisemblable qu'un vaccin soit concrètement développé dans les années à venir. Deuxième aspect, c'est que tous les problèmes sérieux de médecine, inclus HIV, sont surtout un problème de comportement. C'est pas vraiment un problème de guérison. C'est un problème de comportement des humains. Par principe, nous sommes stupides. C'est une question. Stupides parce qu'on abuse les drogues, c'est comment le HIV est normalement transmis. On abuse du sexe, qui est une conséquence de l'abus des drogues et de la pauvreté. Et donc c'est tous des problèmes de société et de comportement. Merci professeur. Et ça, c'est très difficile à changer. Merci beaucoup. De rien.